Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Martine Gozlan, pour un livre qui s'appelle Israël, quand Israël rêvait, la vie de Rachel Blufstein, aux éditions du Cerf. Martine Gozlan, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la première biographie de cette grande poétesse qui a marqué l'histoire des lettres israéliennes. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à Rachel ? Parce que Rachel est au début de tout. Elle est à la fois au début de la poésie hébraïque renaissante, la première femme de cette poésie ressuscitée, et c'est aussi le début d'Israël. Ce sont les débuts. Et je me suis toujours intéressée aux aubes d'Israël. Et ça, c'est quand même une période fascinante, une période pleine de ferveur, de douleur. Et c'est ce qui a, c'est le creuset d'Israël. C'est Israël avant Israël. Alors, le creuset d'Israël, tout le monde sait que c'est le kibboutz d'Egania, et parce que ça a formé tous les grands, c'est là que se sont retrouvés tous les grands pionniers d'Israël, et la poétesse Rachel, qu'on appelait Rachel tout court, est née à Saratov, sur les bords de la Volga, et elle s'installera en Israël en 1919. Non, pas en 1900. En 1909. En non, 1909. Elle a une histoire heurtée, hachée, brisée, et sa première alia de toute jeune fille, c'est en 1909. Et ensuite, elle partira en France. On aura le temps d'en parler en 1912. Et ensuite, elle sera contrainte de repartir vers la Russie en raison de la Première Guerre mondiale. Et elle fera une seconde alia, elle retrouvera sa terre aimée, promise, en 1919. Ce qui fait qu'il y a deux époques, en fait. Alors, il y a vous décrivez un peu les influences subies dans son enfance et dans une partie de sa jeunesse en Russie, et on découvre l'influence de Tolstoï sur toute cette génération de juifs russes. C'est étonnant, d'ailleurs, vous avez retrouvé des textes que je ne connaissais pas sur le sionisme, où le grand écrivain russe moque cette volonté de ranimer cette vieille querelle de l'État et de souhaiter copier l'éclat mensonger de la nation européenne et de réclamer pour le peuple juif une terre alors que sa véritable patrie, c'est le livre. Il y a ces textes de Tolstoï sur le sionisme. On connaît plus ces textes sur la langue hébraïque, sur le judaïsme. Oui, bien sûr. Il était ce qu'on appelle toujours un antisioniste. Et en même temps, il était tellement russe, tellement traversé par l'idée de la rédemption par le travail, par la terre, surtout par la terre, le retour à cette terre pure, nourricière, la terre en général, n'est-ce pas la terre d'Israël, bien sûr, qu'il a considérablement influencé toute cette jeunesse juive russe, enfiévrée par l'espoir d'une vie autre et d'une vie pure. Ce qui fait que quand tous les olim, les premiers olim, les futurs pionniers emportaient des livres dans leur bagage, eh bien ils emportaient Tolstoï, qui en fait était totalement opposé à leur départ. C'est ce qui d'ailleurs va amener la mère de Rachel à vouloir écrire à Tolstoï, qu'elle admire, qu'elle aime, qu'elle lit,
pour lui dire qu'elle n'est pas d'accord avec lui sur ce qu'il pense du sionisme. Oui, absolument. La mère de Rachel était une femme d'une personnalité qui a vraiment influencé sa fille. C'était une lettrée. Elle écrivait à tout le monde et tout le monde lui écrivait. Les grands esprits du temps. Et Tolstoï a entretenu une correspondance dont m'a parlé bien sûr le descendant le dernier descendant de la famille, le petit-neveu de la poétesse. Bien sûr, on n'a pas de trace de cette correspondance, mais en tout cas, on peut imaginer qu'elle a été très vive parce que, bien sûr, la mère de Rachel avait ses enfants qui étaient pleins de cet espoir juif, sioniste, d'un nouveau foyer qui succéderait, qui accomplirait la rédemption pour les survivants des pogroms. Elle est, là je crois que c'est la mère, mais probablement la fille aussi, sont très influencées également par la poétesse Anna Akhmatova. Alors non, c'est pas la mère, parce que Anna Akhmatova est exactement de la même génération que Rachel. Et c'est en quelque sorte son clone. C'est son double chrétien. Elles ont d'ailleurs le même type physique. C'est très étonnant. Elles ont étudié dans la même ville, à Kiev, et elles sont toutes les deux grandes, brunes, très belles, très fascinante pour leur entourage masculin. Et Anna Akhmatova va devenir une sorte de star de la nouvelle poésie russe. Et Rachel va la découvrir alors qu'elle est en France et qu'elle découvre de nouvelles influences et qu'elle traduit. Parce que Rachel a fait une œuvre de traduction considérable. C'est aussi, ça correspond donc au nom de votre émission. Elle a construit des ponts. Elle a construit des ponts entre la littérature française et l'hébreu, entre la littérature russe et la littérature française. C'est tout à fait extraordinaire. Alors, si on en juge par les photos que vous publiez, elle est effectivement très belle, elle est très courtisée aussi. La liste de ses soupirants est longue et on y compte notamment celui qui deviendra le futur président de l'État d'Israël, Zalman Shazar, qui a été follement amoureux d'elle. Oui, alors tout ça se passe en 1910 sur les bords du lac de Tibériade et Degania n'est pas encore fondé. Il y a et Zalman Shazar qui est tout jeune, qui doit avoir 20-22 ans, lorsqu'il se dirige vers la rive du lac où sont implantées les premières colonies. Et il doit rencontrer Berl Katznelson, qui est l'un des fondateurs du sionisme socialiste. C'est un creuset intellectuel, c'est un creuset politique, c'est un creuset social. Et au moment à son arrivée, il voit dans le lointain une jeune fille d'une beauté radieuse qu'il appellera la bergère du matin dans ses souvenirs de l'étoile du matin et qui conduit son troupeau d'oies avec un hébreu qu'il trouve voluptueux, extraordinaire, majestueux. Et c'est cet hébreu qui vient de renaître selon les recommandations, bien sûr, de Ben Yehuda, c'est-à-dire l'hébreu séfarade dans toute sa splendeur. Il y a une photo d'elle aussi à Toulouse. Elle se retrouve à Toulouse pour s'inscrire à l'école d'agronomie. Et là, elle fera à nouveau des rencontres. Oui, alors je dois vous dire que quand même, Rachel Blufstein a été la première étudiante femme de l'école d'agriculture de Toulouse. Ça, c'est quand même considérable. Et j'ai retrouvé le diplôme qu'elle a obtenu à Toulouse. Ça, j'étais très très émue quand je l'ai retrouvé, parce que Toulouse, j'ai intitulé le chapitre Un bonheur français. Parce que Rachel, finalement, sa vie est marquée quand même par la passion et par la douleur.
douleur. Hein. C'est une héroïne tragique, autant sur le plan amoureux que sur le plan du rapport à la terre aimée, parce que finalement, elle mène une vie assez errante au sein même d'Eretz Israël. Mais Toulouse, il y a eu une parenthèse. C'est un bonheur français parce que la ville est très accueillante entre 1910 et 1911 et la Première Guerre mondiale, très accueillante aux jeunes immigrants russes, aux jeunes étudiants russes de passage, et elle va y rencontrer celui qui est aussi son double, Michael Bernstein, qui est alors lui, il n'est pas absolument passionniste, il est russe, et il est habité par l'espoir de la révolution russe. Et évidemment, il y a ces deux passions, ces deux êtres qui se ressemblent d'ailleurs comme deux gouttes d'eau, vont s'entrechoquer parce qu'il y a l'idéal sioniste. Elle veut retourner apporter ses connaissances à la terre d'Israël, et lui veut retourner, bien sûr, dans la Russie soviétique. Alors c'est une grande amoureuse, c'est une pionnière d'une certaine manière, mais elle est devenue aujourd'hui une icône. C'est la grande poétesse d'Israël. On étudie ses poèmes dans les écoles. Ses textes ont été mis en musique. Beaucoup de ses textes ont été mis en musique. Oui, beaucoup de ses textes. Parfois, ceux qui les fredonnent ne savent pas qu'ils sont de Rachel. Comme Géoulaï. Enfin, tout le monde connaît ses chansons. Et ce sont les poèmes de Rachel. Et je voudrais quand même insister sur son regain de popularité. Elle a une relation très particulière à la terre d'Israël, Rachel. Elle a écrit un recueil, parmi les recueils qu'elle a écrits, l'un s'intitule Mineged, de loin. Et je pense que ce qui m'a poussée... Ou à distance. À distance, oui, voilà. Merci pour mais ce qui m'a attirée et poussée à écrire ce livre, c'est aussi cette distance mise jusque dans la passion. Et je crois que c'est un rapport très particulier à Israël, qui n'est pas seulement un rapport daté historiquement, c'est-à-dire ce n'est pas le rapport d'une aube d'Israël. C'est un rapport qui peut aussi être constant et traverser l'histoire, à distance, tout en étant sur la terre. Et finalement, quel juif de la diaspora ne s'est pas interrogé sur son rapport loin d'Israël et vers Israël, dans cette distance mystérieuse, et en même temps, quand les Israéliens eux-mêmes, quand ils posent leur fardeau au quotidien, eux aussi s'interrogent sans cesse sur le rapport qu'ils entretiennent avec cette terre. Et c'est unique au monde. C'est unique, cette interrogation permanente. C'est l'interrogation même d'Amos Oz, à qui j'ai dédié ce livre. Absolument. On va en parler de Amos Oz, mais avant... Vous aviez consacré un livre à Anna Senesh sous le titre « L'étoile foudroyée ». Rachel, c'est le prolongement de Hannah Senesh ? D'une certaine façon, c'est son prolongement et c'est ce qui l'a précédé. Parce que c'est en travaillant sur Hannah Senesh qui a appris l'hébreu à Budapest, quand elle est devenue sioniste en 1937, à travers les poèmes de Rachel, que je me suis rapprochée de Rachel. Et c'est l'époque, c'est les alias précédentes. C'est la seconde et la troisième alia, Rachel. Alors que, bien sûr, Hannah Senesh, c'est 1938. C'est totalement différent. Donc là, on est vraiment dans les tout débuts. Sauf, bien sûr, les débuts, c'est 1880 et les Amants de Sion, Ovev et Tzion. Mais là, nous sommes vraiment dans les prémices, les commencements. Et on parlait de Degania. Ce n'est pas hagiographique vis-à-vis du kibbutz. Le kibbutz a été à la fois aimé, rêvé et subi par Rachel. Et en tant que poétesse, en tant qu'artiste, elle a été, comme le sera plus tard Hannah Senesh, elle s'est sentie extrêmement marginale et extrêmement détachée. Donc il y a toujours, si vous voulez, à travers ce destin, il y a toujours une identité paradoxale, un rêve paradoxal, et qui est le propre du rêve sioniste. Alors vous
parliez d'Amos Oz, et c'est vrai que vous dédiez ce livre à Amos Oz, dont nous avons parlé il y a 2 semaines avec Jean Materne ici même. Amos Oz est aussi très présent dans le livre que vous aviez consacré aux 70 ans d'Israël et qui s'appelait 7 clés pour comprendre, aux éditions de l'Archipel. Vous voyez un lien entre Rachel et Amos Oz? Oui, très fort. C'est le rêve. C'est le rêve parce que Amos Oz n'a pas cessé d'explorer ce rêve, le sens de ce rêve, ces différents cheminements à travers la conscience israélienne et la conscience juive. Et il a cité de temps à autre Rachel. Et Rachel poursuit ce rêve. Et elle ne l'atteint pas parce que, comme Amos Oz me l'avait dit lors d'une interview, parce que le propre d'un rêve, c'est de n'être jamais atteint. Et quand il est accompli, on peut penser qu'il s'est perdu. Donc, je pense que le rêve sioniste, contrairement à ce que prétendent beaucoup certains, le rêve sioniste perdure complètement et qu'il se renouvelle sans arrêt. À travers chaque immigrant notamment. Et que si Rachel est populaire aujourd'hui en Israël, c'est que la pureté de la langue d'abord, qui a traversé un siècle, la pureté de la langue et la pureté de son amour et la ferveur, son intensité résonne au cœur de la jeunesse israélienne. Alors, puisque vous avez décidé de rendre hommage à 2 grandes figures féminines israéliennes, vous allez continuer? Il y en aura d'autres? Je les cherche. Mais je les cherche et comme je passe mon temps, je remonte le temps en fait. Et c'est ça qui est fascinant parce que je ne cherche pas des clés parce que les clés d'Israël, on peut pas les. Bon, on peut essayer de les trouver, mais c'est tout, ça reste tout de même un mystère. Donc, je cherche au-delà, avant les OVV de Sion. Et notamment, il y a eu beaucoup de figures de femmes qui ont été occultées. Par exemple, tous ces. Je me demande. Peut-être parmi vos auditeurs, quelqu'un trouvera-t-il une information, une idée? Si parmi tous ceux qui ont fait refleurir la Galilée mystique au XVIe siècle, il y avait des femmes, il y avait énormément de rabbins. Je me suis rendue à Sfat, bien sûr, parce que Rachel, pour ce livre, il avait fait un séjour douloureux dans un sanatorium et qu'elle avait écrit des poèmes depuis l'hôpital, des poèmes d'ailleurs dédiés à son médecin, un grand médecin, qu'il a beaucoup soutenu et qu'elle a beaucoup aimé. Mais à Sfat, sur les tombes des rabbins, je me disais, où sont les femmes? Et je me dis que parmi tous ces mystiques qui ont fait le chemin, il doit bien se trouver des femmes. Donc voilà, avis aux auditeurs. Il y a des femmes dans le Talmud. Il y a une grande femme qui s'appelle Brouria qui a dit des choses très intéressantes. Mais enfin bon, vous pourriez en trouver d'autres, bien entendu. Oui. Est-ce que votre livre sera publié en hébreu? C'est mon souhait, c'est mon vœu. Voilà, on est dans l'attente. C'est tout ce que je souhaite, vraiment. Ça serait d'abord parce que vous avez eu raison de le souligner. Il n'y a pas de biographie de Rachel, même pas en hébreu. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a une infinité d'articles, il y a une biographie, mais qui n'est pas une biographie littéraire, qui a été donc réalisée par son petit-neveu, Uri Milstein, à qui vraiment que je remercie beaucoup, à qui je rends hommage, parce que je l'ai vu à de nombreuses reprises, et c'est lui qui m'a éclairé sur le parcours familial de Rachel. Mais c'est la biographie d'un de ses descendants. Donc, une véritable biographie, cela n'existe pas. Donc, vraiment, j'aurais aimé que ce livre soit traduit. Mais comment vous expliquez cela, qu'il n'y ait pas de... Parce que c'est quand même un grand nom, tous les Israéliens fredonnent ces chansons, et personne ne connaît véritablement son itinéraire. Est-ce que c'est le côté un peu choquant dans sa vie, parce qu'elle a beaucoup choqué, et est-ce que c'est le côté passionné
qui passe pas? Est-ce que c'est l'amour fou que lui a voué un ancien président de l'État? Écoutez, jusqu'à ces dernières années, Rachel, mais vraiment parce que c'est en train de changer maintenant, Rachel était considérée comme une grande poétesse, mais qui faisait des choses jolies, féminines. Elle parlait d'amour, c'est-à-dire que tout le côté profond, philosophique de sa quête d'Israël et de son regard sur Israël, donc Mineged, à distance, et cette demande, cette hauteur de vue, cette foi dans ce que devait être la terre d'Israël, l'exigence, tout cela était complètement mis sous le boisseau. Elle était considérée comme une poétesse femme, pour les femmes, qui chantait, que l'on pouvait chanter, et qui comblait les sens, mais sa vie n'était pratiquement pas évoquée. Il y a certainement le fait qu'elle vivait seule. Elle choquait, vous avez entièrement raison. Dans un monde où finalement les grands esprits, les grands poètes, les créateurs étaient des hommes et que leurs femmes se contentaient de servir le thé et d'accueillir les invités, et évidemment, elle était seule dans sa chambre du 5 rue Bograchov. Elle était l'espèce d'inspiratrice quand même des hommes de la rédaction de Davar, qui symbolisait la geste sioniste dans les années 25-30, et tout cela était occulté. Donc, il y a effectivement alors que la poésie est très présente dans le narratif israélien, et très présente aussi à accompagner la renaissance de l'État. Bien sûr. Mais encore une fois, elle est un peu à part. Oui, à part, à cause justement de son parcours heurté, sentimental et passionnel. Je le pense. On voulait s'y retrouver avec Rachel. Donc, elle a été incorporée à la légende sioniste, à la geste sioniste. Mais c'est probablement, il a fallu ces derniers temps un peu de féminisme pour la dégager, la sortir d'une certaine obscurité historique. Alors nous passons à la séquence du questionnaire Pont-Neuf. Êtes-vous ceci ou êtes-vous cela? Les réponses sont nécessairement plus courtes, mais vous pouvez quand même argumenter d'une phrase ou deux. Martine Gozlan, êtes-vous Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Mais ça, si on réécoute le début de l'émission, on n'aura pas besoin de vous poser la question. Non, bien sûr, je suis Tolstoï. Écoutez, puisque les pionniers l'emportaient dans leur mal. Donc. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Écoutez, bien sûr, j'ai un grand amour malheureux comme tous ses admirateurs et ses admiratrices pour Modigliani. Donc je serais plutôt Modigliani, d'autant plus que Rachel ressemble physiquement à une héroïne de Modigliani. Ah oui, avec des yeux comme ça. Oui, avec cette silhouette de liane et cette tristesse qui traverse tous les portraits de femmes de Modigliani. Êtes-vous Ben Gurion ou êtes-vous Jabotinsky? Les deux, parce que je crois que Israël est l'un et l'autre, et que elle était plutôt Ben Gurion, elle était sioniste socialiste. Rachel était sioniste socialiste, mais en même temps Jabotinsky est un pur enfant d'Odessa, donc on ne peut pas tout scinder. On ne peut pas tout scinder, tout briser. Je pense profondément que dans l'Israël d'aujourd'hui, les deux héritages doivent se réconcilier. Êtes-vous... vous êtes très consensuel tout d'un coup. Il en faut du consensus aujourd'hui. On ne va pas continuer comme ça, écoutez. Êtes-vous Saül Bellow ou êtes-vous Philippe Roth? Là aussi, vous pouvez dire les deux ou aucun.
Non, je serais plutôt Saül Bellow. Ah, Oui, je serais... Oui. comme Jean Materne et comme moi. Bon, oui. Bon, alors, tant mieux, tant mieux. Alors, on est un certain nombre, on peut former un club. Oui, c'est une idée. Oui, voilà. Non, je pense qu'il y a une grande pudeur, une grande douceur dans l'œuvre de Saül Bellow. Et j'aime bien Philippe Roth, mais ça va pas au-delà du j'aime bien. Il y a toujours il y a toujours une distance. Alors pour le coup, oui, il y a une distance. Mineged. Mineged. Êtes-vous Rachi ou êtes-vous Maïmonide? Alors, écoutez, je vais vous dire que je suis Rachi pour une raison très familiale, parce que mon père, qui a étudié à l'école rabbinique, me parlait de Rachi comme de celui grâce à qui le vieux français avait pu être redécouvert à cause des gloses de Rachi, Belaz. Et donc, évidemment, le nom de Rachi, outre tout ce qu'il a apporté au judaïsme, le plus grand commentateur du Talmud, c'est aussi un souvenir familial, une tendresse familiale, et je dédie ce souvenir à mon père. Êtes-vous Facebook ou êtes-vous Twitter? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Aucun réseau social, sauf WhatsApp. Bonne réponse. Quand Israël rêvait, c'était la vie de Rachel Blufstein de Martine Gozlan, paru aux éditions du CEF. Martine Gozlan, merci. Merci à vous. C'était Pont Neuf, le magazine hebdomadaire consacré à l'actualité du livre. Bonne semaine à tous.